Bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette troisième séance de ce nouveau cycle de l'Observatoire de la modernité sur le peuple. Nous avons aujourd'hui la grande joie de travailler sur la question des catégories populaires. Ces catégories populaires, pendant longtemps, notamment du fait d'une grille d'analyse marxiste assez répandue dans le premier et peut-être aussi, surtout, qui sait, le second XXe siècle, a été très fréquemment utilisée à la fois dans la vie politique, mais aussi dans la sphère journalistique pour expliquer un certain nombre de rapports de force de la société française et plus largement pour la décrire. Ces 10-15 dernières années, on peut même remonter à la mythique fin de l'histoire, il semblerait que ces catégories populaires aient été une expression quelque peu désuète, dont on a vu petit à petit s'éteindre l'usage fréquent. Pour autant, les débats récents autour notamment des Gilets jaunes, la question de la gentrification de nos métropoles, plus largement la question aussi géographique de ce que l'on a appelé, même si la notion fait débat chez les géographes, la France périphérique, a amené à penser à nouveau frais ces catégories populaires, à essayer de réfléchir plus profondément sur la pertinence d'une telle appellation et plus profondément sur la place que celles-ci peuvent avoir dans notre imaginaire politique et plus largement dans notre imaginaire culturel. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ce soir croiser des regards assez étonnants non pas forcément en tant que tels, encore que, mais surtout dans leur rencontre, avec d'une part le politologue Stéphane Rosès, bien connu ici même et bien connu pour ses nombreuses interventions médiatiques après une longue expérience à la tête d'instituts de sondage, qui nous parlera de la question des catégories populaires davantage dans notre imaginaire politique, mais je le laisserai développer cette question. Et d'autre part, le père Gilles Drouin qui est prêtre du diocèse d'Évry et qui est directeur de l'Institut supérieur de liturgie. Alors, spontanément, beaucoup auraient pu se demander, peut-être sont-ils demandés même, pourquoi donc le père Drouin sur la question du peuple ? D'autant que, voilà, c'est une vraie question que le principal intéressé se pose. Nous aurons la question de surcroît de revenir sur la question du peuple davantage en matière théologique en février, ici même. Il semblerait donc que ce ne soit pas cette hypothèse qu'il faille accréditer pour la présence du père Drouin. Et de fait, il s'agit davantage de son expérience de pasteur qui a une réflexion aussi bien sûr, sur la question de la piété populaire, comme on l'appelle, et sur la question des mutations sociologiques dans l'Église de France, tant dans ses fidèles que dans son clergé. Ce sont ces deux éléments d'analyse que le père Drouin a largement développés dans toute sa réflexion et pour lesquels, il est plus particulièrement invité. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce débat qui s'annonce étonnant et éminemment intéressant, et bienvenue à tous les téléspectateurs de KTO que nous avons la joie d'accueillir virtuellement. Donc Stéphane, à vous. Merci Louis Manaranche, merci les Bernardins pour ce débat autour d'un thème, le peuple, et plus précisément les catégories populaires, qui, comme l'a indiqué Louis Manaranche, connaît un regain. Et au fond, après les Gilets jaunes et à quelques jours de la journée du 5 décembre, dont on ne sait pas ce qui adviendra ensuite, le thème est d'actualité, d'une actualité très dense et compliqué à traiter tant les termes de peuple, de catégorie populaire, dans un pays comme la France, que la politique tient ensemble, sont des termes chargés, connotés, tant même ils sont utilisés comme voire des slogans pour légitimer, délégitimer. Alors, Louis l'a indiqué, au fond, durant toutes ces dernières années, l'idée même de peuple ou de catégorie populaire semblait être devenue complètement subalterne et c'était guère utilisé dans le débat public. Et puis,
il y a eu un mouvement social très important en 1995 où la France a été bloquée durant 2 mois, soutenue par les 2/3 des Français. Et puis il y a eu ce mouvement tout à fait incroyable historiquement que sont les Gilets jaunes et dont nous peinons encore à prendre toute la mesure historique. À ce propos, un numéro de la revue Politique et Parlementaire avec une vingtaine de contributions est très intéressante parce qu'elle fait le point à partir d'angles très différents. Ça va d'un général de gendarmerie à des leaders des Gilets jaunes, mais il y a aussi des spécialistes du numérique, des médias. Bref, tout ça pour dire que nous sommes là à décrypter, à essayer de penser un mouvement qui, par sa singularité, semble remettre en exergue, en tout cas chez ceux qui se sont exprimés, l'idée de peuple et de catégorie populaire. Et par exemple, j'avais été très frappé d'une pancarte sur un rond-point qui disait « Macron nourrit ton peuple ». Donc, nourrit la dimension fiscale et sociale, les fins de mois difficiles pour les catégories populaires, et ton peuple, ça, c'est la dimension politique, c'est la dimension de la souveraineté. Et donc, c'est assez pour dire à quel point, dans un pays comme le nôtre, les questions sociales et les questions politiques sont tout à fait intriquées. Et au fond, tout se passe comme si socialement les catégories populaires pouvaient sembler être fragmentées, et comme si au travers d'un événement comme les Gilets jaunes, tout d'un coup, ces catégories populaires atomisées semblaient au fond réexister dans les représentations. C'est une deuxième notion. Au fond, il y a les situations objectives des catégories sociales et puis il y a leur représentation subjective. C'est-à-dire que les catégories sociales, c'est comme des individus. Ils sont, et puis ils se représentent eux-mêmes par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Et donc, je pense que peut-être pour serrer les choses, au risque de redire des choses évidentes que vous connaissez ou que vous savez, je voudrais tenir mon propos, qui doit être forcément court, 20 minutes, en 3 temps. Premier temps, une dimension revenant sur les notions essentielles et leurs enjeux politiques, les notions de peuple, les notions de classe ouvrière et les notions de catégorie populaire. Ce n'est pas les mêmes choses, ça a des enjeux divers. Deuxième temps, un temps, je dirais, plus historique, c'est en quoi les transformations du capitalisme et l'individualisme dans la société ont changé à la fois les situations objectives des catégories populaires et leur représentation subjective. Et puis le troisième temps sera un temps plus politique, entre guillemets, en termes de prisme d'analyse, c'est-à-dire le mouvement social de 1995 et les Gilets jaunes. En quoi renseignent-ils justement de ce qui se passe dans les catégories populaires. Alors, premier temps, je pense que c'est important de le dire parce que souvent dans les débats ou les interventions des acteurs politiques, les termes sont très mélangés. Mais au fond, il y a une histoire des termes. Peuple, classe ouvrière, catégorie populaire réfèrent chacune à des notions différentes et peut-être même, ce qui ne simplifie pas les choses, à des moments historiques différents. Le peuple, au départ, dès la Grèce, le démos, Rome, le populus, ceux qui peuvent voter, et puis ensuite les formes démocratiques. Dans la constitution de la Ve République, il est précisé que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, le peuple, du peuple, au fond, découlerait toute légitimité politique. Donc, au départ, la notion de peuple est une notion
éminemment politique. Et ce qui est très frappant, c'était dans un débat avec Myriam Revaud-Dallon à Réforme et Études. J'avais été frappé d'une phrase que je ne connaissais pas d'Hobbes, qui pourtant prônait la monarchie absolue, une phrase très étonnante où il disait « Le souverain interprète le spectacle du peuple ». Alors ça, c'est tout à fait étonnant comme phrase, n'est-ce pas? Ça veut bien dire que le souverain, même le monarque absolu, dont la légitimité procède de Dieu et de la providence, c'est ce qui fait sa force par rapport au commun des mortels, Hobbes dit qu'il n'est que l'interprète d'un spectacle qui n'est pas écrit par lui, mais qui est écrit par le peuple. C'est-à-dire que, comme l'avait repéré à juste titre Emmanuel Macron dans un interview pour la règle du jeu, le souverain n'est que l'interprète du peuple. Et donc ça veut dire que c'est le peuple qui écrit, n'est-ce pas? L'interprète, c'est l'acteur, ce n'est pas l'auteur. Et sans doute que tout a commencé à partir en vrille quand Emmanuel Macron a cru, l'été 2018, qu'il pouvait passer d'acteur à auteur du contrat que lui avait donné le peuple. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc le peuple, au départ, est une notion éminemment politique. Et à partir du XIXe siècle, vous le savez, la forme stato-nationale l'emportant, le peuple est souvent, au fond, assimilé à la nation. C'est l'ensemble des individus qui constituent une société et qui sont reliés culturellement et institutionnellement au travers de rapports sociaux. Donc c'est une notion qui à la fois dit le contenant, le contenu et la légitimité. C'est énorme, hein. C'est politique. En France, du fait de notre histoire et de la Révolution française, au fond, la France a été un pays qui, dès le départ, a commencé à questionner la question du vrai peuple, puisque lors de la Révolution française, vous le savez, le tiers-État se définit au fond comme la vraie France. Et ça ouvre, selon moi, il peut y avoir débat entre historiens, mais une autre conception du peuple qui va ensuite donner un contenu social au peuple, tout en revendiquant une légitimité politique, n'est-ce pas? Et c'est évidemment les courants socialistes français, puis socialistes marxistes, ont commencé au fond à dire le vrai peuple, ce sont les égaux, c'est Gracchus Babeuf sous la Révolution française, mais ensuite ceux qui sont dépossédés de tout. Et le courant marxiste arrivant, évidemment la classe ouvrière. Mais ce faisant, le peuple ne devient plus l'entité générale d'un pays. Il se conçoit de façon antagoniste. Le peuple, ce serait au fond les ouvriers, la classe ouvrière contre la bourgeoisie. Il y aurait le vrai peuple et ceux qui prétendraient représenter le peuple. Et là, il y a évidemment dans la littérature énormément de choses, mais ce qui me frappe beaucoup dans la notion de peuple, c'est qu'au départ, c'est une notion politique, puis elle devient une notion sociale indexée à la question sociale à partir du 19e. Donc il y a à la fois la nation au 19e qui dit le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui représentent, constituent la société, ensuite il peut y avoir des distinguos, et puis il y a la conception des socialistes, des marxistes, qui voient le peuple comme antagonique, et donc le peuple est associé au fond à la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, elle a deux dimensions chez Marx et ceux qui vont suivre. La dimension dite objective,
les ouvriers ou les catégories populaires existent objectivement et on peut les caractériser sous une forme matérielle par rapport à leur place dans le système de production, c'est une chose. C'est la classe en soi, et puis vous le savez, il y a la façon dont la classe ouvrière ou les catégories populaires se représentent elles-mêmes, et là c'est la classe pour soi, c'est la conscience de classe au fond. Et Marx distingue bien pour analyser les choses, ça en distinguant classe en soi, classe pour soi. Et d'ailleurs, puisqu'on est en France et qu'il est passé en France, pour ceux qui s'en souviennent, dans le 18 Brumaire, il explique que 400 000 soldats de l'an 2 vont partir avec l'empereur jusqu'à Moscou. Il se demande pourquoi. Et là, il a un trait de génie français, mais ensuite il le perdra en partant en Angleterre. Il dit quelque chose d'une grande intelligence, qui moi, en tout cas, travaillant pour Nicolas Sarkozy et échangeant avec Emmanuel Macron, m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur pourquoi les avatars du néo-bonapartisme aujourd'hui. C'est que Marx dit les paysans de la Révolution française, qu'il appelle les paysans parcellaires, c'est une classe en soi, mais pas une classe pour soi. Pourquoi ? Parce que la Révolution française a donné le droit de propriété aux paysans, mais en supprimant le droit d'aînesse par souci égalitaire. Ce faisant, chaque paysan avait sa parcelle de terre. Et donc, il n'y avait pas de marché et de relation entre les paysans. Donc ils ne pouvaient pas avoir, dans les relations entre eux, une conscience de classe. Ça ne pouvait pas être une classe pour soi. De sorte, disait-il, que les paysans parcellaires étaient des patates dans un sac de patates dont l'empereur tient la anse. Voilà une phrase d'une très grande intelligence de Marx, qui était très intelligent, c'est que approchant la France, il comprenait l'intrication dont je vous parlais tout à l'heure entre la question sociale, très matérielle, dont il parle, les lopins de terre, l'absence de marché agricole, l'absence de contrat, et la question politique. L'empereur tient la anse des patates dans un sac de patates, de sorte que quand ils vont avec l'empereur jusqu'à Moscou, c'est pas seulement pour faire en sorte que les acquis de la Révolution française puissent s'appliquer aux serfs en Europe, mais c'est parce que la projection de l'armée napoléonienne avec l'empereur est une façon de tenir ensemble les patates dans un sac de patates. Et donc, la question du peuple, elle, appliquée à la France, elle a une dimension à la fois sociale et même Marx le repère, une dimension très très politique. Alors, c'est le deuxième temps de mon propos, parce que je dois tenir le temps qui m'a été imparti. Oh là là! Le deuxième temps de mon propos, c'est un temps plus historique. Les évolutions du capitalisme ont fait que l'organisation du travail dans ces modes de production a considérablement évolué. Vous le savez, pour en rester à la période contemporaine, alors qu'autrefois, les représentations des catégories sociales, c'était les individus existent dans des collectifs de travail qu'ils préexistent et leur donnent leur conscience. Eh bien, évidemment, ce qui est devenu à partir des années 60, le capitalisme, la société de consommation, a fait que les individus ne se définissent plus d'abord comme ouvriers ou cadres ou paysans, mais travaillent et ensuite choisissent leur propre identité ou solidarité. D'ailleurs, ils peuvent même avoir plusieurs types d'identité ou de solidarité. Et donc, il y a un phénomène d'individualisation qui touche les
catégories sociales, de sorte que certes on peut être encore ouvrier, ou on peut être employé, ou on peut être caissier ou caissière, parce que la classe ouvrière ou les catégories populaires passent de l'industrie au service. Néanmoins, dorénavant, il y a un très grand éclatement. C'est très important parce que ça veut dire que les individus ne sont plus à l'abri de représentations collectives. Les solidarités, autrefois, entre paysans, ça demeure, mais en tout cas entre ouvriers, catégories populaires, c'est plus du tout ça. Les individus sont atomisés. Ils sont dans une situation sociale, mais ils sont atomisés. Tant qu'ils pensaient que demain sera meilleur, tout allait bien. Et puis, pour les ouvriers dans les années 70-80 et pour les classes moyennes à partir du milieu des années 90, du fait du néolibéralisme, tout bascule, y compris chez les cadres. Les individus ont le sentiment qu'ils n'arrivent plus à lire les cohérences économiques. Des entreprises qui font du profit licencient. Et une majorité de Français pensent que demain sera pire. Donc les mécanismes économiques deviennent contingents. Et donc on se trouve face à des individus qui étaient tout à fait contents de pouvoir reprendre tout seuls la maîtrise sur leur destin, pensant que demain sera meilleur, mais le capitalisme financier fait qu'en 1995, j'étais le premier à faire ces études, 55% des Français pensent qu'ils peuvent devenir eux-mêmes des exclus, des SDF ou des chômeurs de longue durée. Les cadres sont à la moyenne. Vous voyez que là, ça veut dire, dans l'articulation entre la question sociale et la question politique de représentation, un basculement total. Les classes moyennes rejoignent les catégories populaires dans une critique à l'égard du néolibéralisme. D'autant que les hommes politiques, eux, semblent accompagner ce mouvement. Donc, pour les Français, ce sont les marchés financiers qui semblent dorénavant donner le là, et les individus semblent être... la majorité des Français, tout à fait décontenancés quant à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants. Ils pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire demain qu'hier. Et je voudrais terminer, puisque j'ai été très long, sur 95 et les Gilets jaunes. Alors en 95, je travaillais à la fois pour Alain Juppé et pour la CGT, ce qui était possible puisque j'étais sondeur, donc je travaillais confidentiellement. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Le mouvement de 95, c'est vraiment en rupture avec ce qui se passait avant. Les 2/3 des Français soutiennent. Donc je suis le premier à sortir les sondages qui disent ça, contrairement à tous les sondages auparavant. Bon. J'ai même utilisé le terme de greffe par procuration. Donc le pays est bloqué par des catégories à statut qui bloquent économiquement le pays, et pendant 2 mois, les 2/3 des Français vont soutenir. Ça va obliger Jacques Chirac à dissoudre, à perdre ensuite, mais peu importe. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que des catégories qui étaient avant vécues comme des catégories de privilégiés bloquent, et les 2/3 des Français donnent procuration à cette catégorie, mais en fait pour envoyer un message de nature politique. J'ai dit je travaillais pour Juppé, mais j'avais travaillé pour Chirac en 1995, ensuite pour Claude Chirac à la mort de Pilan. Donc j'ai énormément travaillé sur toutes ces questions-là. Ce qui se passe, c'est que Jacques Chirac s'était fait lire sur la lutte contre la fracture sociale, et 6 mois après son élection, pour que la France puisse accéder aux critères de l'euro, il pensait que ce ne serait pas possible. Donc moi, j'avais travaillé sur une première mouture du plan Juppé qui avait été retoquée par Trichet, qui avait renforcé la deuxième mouture. Donc, en un mot, il se passe là quelque chose de simple. Les catégories populaire mais sous statut bloc, et le reste du pays soutient. Le mouvement de 95, alors j'en ai fait un gros papier dans la revue dont je vous parle, Les Gilets jaunes, une jacquerie française. C'est un peu sous une autre forme, mais en plus dur, en plus violent, le même processus.
Emmanuel Macron a dit lucidement et courageusement devant le Congrès: le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. C'était le seul à dire qu'il allait mettre le pays en marche à partir de ce que les Français étaient. Il leur disait: c'est pas vous les responsables de notre malheur, c'est le personnel politique. Je sais, j'en viens, la gauche, la droite, les clivages périmés. Donc on va se mettre en marche à partir de ce que l'on est. C'était le seul à dire ça. Que disait Fillon? Il disait aux Français: pour survivre, il faut changer notre modèle économique et social. Par contre, je vous rassure, sur le plan des valeurs, alors là, ce seront bien des valeurs françaises et conservatrices. Et Mélenchon et Le Pen disaient: il faut résister à la mondialisation. Donc ceux-là, ils se déterminaient par rapport à la mondialisation. Macron disait: non, non, on va y aller, n'ayez pas peur, on va seulement mettre dehors l'ancien système, le vieux monde, et puis ça va aller. De sorte que les Français consentaient aux réformes, alors même qu'ils les jugeaient injustes socialement. Donc la restauration de la souveraineté de la nation était suffisante pour légitimer des politiques jugées injustes socialement. Par exemple, lors de le mouvement de la SNCF au printemps 2017, les Français ne font pas grève par procuration. Ils ne soutiennent pas les cheminots. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée des Gilets jaunes? Il se passe que quand Angela Merkel dit non à Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle, quand elle le prive du 2e étage de sa fusée pour relancer l'Europe et l'investissement, Emmanuel Macron, constatant qu'il n'a pas d'adversaire, reprend le propos de ses prédécesseurs. C'est-à-dire, devant des millions de Français, à la question « Où emmenez-vous les Français ?», il dit « Les historiens le diront », donc il élude. Il met Benalla entre lui et les Français. Et ensuite, le seul discours qui émane de l'exécutif, c'est le discours que j'avais connu en 1995 et que Macron avait lui-même dénoncé quand il parlait de la politique comptable, la politique du rabot, bref, la politique de Bercy. Et donc là, le pays ne consent plus du tout à des politiques injustes socialement s'il ne voit plus la restauration de la souveraineté de la nation. Et donc, en retour de bâton, c'est une jacquerie qui mobilise les catégories populaires, mais de façon interclassiste. Une sorte de sans-culotterie. Il y a au départ, 80% des Français soutiennent ou ont de la sympathie, nonobstant les violences. Nonobstant les violences. Parce qu'il s'agit d'être visible, comme dans une jacquerie dans l'Ancien Régime, qui mêle la question fiscale et les devoirs du seigneur, du souverain et du président de la République. Macron nourrit ton peuple. Du coup, les manifestants, ils ne s'opposent pas aux casseurs, contrairement à d'autres types. Donc il s'agit d'être visible, entendu par un pouvoir qui visiblement ne semble pas entendre. Et là, les catégories alors il y a beaucoup de choses, à mon avis fausses, ont été dites. C'est pas du tout un mouvement de classe, c'est un mouvement interclassiste. Il y a des petits artisans, il y a des petits patrons, il y a des salariés, il y a des chômeurs, il y a des femmes célibataires, voilà. Bon. Je termine pour dire au fond que le peuple sera passé d'une conception politique à une conception sociale, puis le peuple aura disparu sous l'effet des évolutions du capitalisme et il revient maintenant sous une forme essentiellement politique. Les individus sont isolés. Les gens qui se retrouvent sur les carrefours, ce sont des gens qui se sont un peu éloignés pour acquérir des logements. Ils n'avaient pas de relation entre eux. Et quand le souverain ne porte plus tel l'empereur qui tient les patates dans un sac de patates là où il amène le pays, eh bien, ce qui relie les Français entre eux se délite. Et ça fait la situation instable actuelle. Ça fait qu'on ne sait pas ce qui va surgir du 5, parce que, au fond,
Le mouvement des Gilets jaunes et les catégories populaires ne refluent pas, et l'opinion ne reflue pas avec le transfert de 10 milliards aux catégories populaires. Là, non, c'est quand le président revient au milieu des Français, quand il semble remettre sa tête au milieu des Français. Là, le mouvement s'essouffle, mais n'est pas résolu la question essentielle. Les efforts demandés aux Français visent-ils à fortifier le modèle social, quitte à faire des efforts, ou est-ce, au fond, la poursuite du délitement du modèle français? Et là, du coup, je laisse la parole au père, parce que derrière, il y a qu'est-ce qui relie les gens entre eux. La religion, ça vient de relier. Dans un pays comme le nôtre, du fait de notre imaginaire, c'est sans cesse le fait de se projeter dans une vision. Le peuple français doit sans cesse se projeter. Les présidents sont élus par la nation qui attendent que les présidents projettent la nation. Or, le sommet de l'État, Bercy, Bruxelles, Berlin, demande à la nation de faire l'inverse, d'intérioriser des contraintes extérieures. D'où le fait que nous soyons le pays le plus pessimiste au monde, alors que notre modèle économique et social est encore tout à fait enviable et envié. Notre crise n'a pas un fondement social, selon moi. Il a un fondement culturel. Le sommet de l'État, dans sa pensée, dans ses politiques, est inverse à l'imaginaire et au génie français, qui est de l'ordre de la verticalité, la projection. C'est ce qui fait que nous avons été la fille aînée de l'Église, que chez nous, les jésuites l'ont emporté sur les Champs-Élysées, qu'on a eu un philosophe qui prétendait que l'esprit était séparé du corps et que l'esprit faisait le corps, que des croisades, en passant par les colonies, les guerres napoléoniennes et l'Europe, nous concevons le monde extérieur comme ce que nous sommes en grand, et que chez nous, l'idée de progrès est tout à fait moteur. Donc voilà, derrière les catégories sociales, il y a des enjeux de dénomination, mais il y a également des enjeux de représentation qui mêlent intimement les questions culturelles, sociales, politiques, et je dirais au départ religieuses, comme ce qui relie ensemble les membres d'une même société. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci. Alors mon père, dans la fille aînée de l'Église, justement, et plus particulièrement dans l'Église, où en est le peuple? Alors, où en est le peuple? En écoutant Stéphane Rosès, je me disais, j'ai pas la compétence de sociologue ni de politologue, mais on est vraiment en France un peuple très politique, hein, et à l'Institut catholique, à l'Institut de liturgie, on est en train de monter un séminaire liturgie et politique, hein, parce que je suis liturgiste de formation et je me rends compte que pour interpréter, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais les questions liturgiques, la dimension politique est absolument nécessaire. On peut pas comprendre pas simplement les querelles, mais les questions liturgiques dans un pays comme le nôtre en évacuant la dimension politique. Je ferme la parenthèse. Hein. Alors, comme ça avait été dit au départ, l'approche que je vais esquisser devant vous sera plutôt expérientielle et liée à une approche, une expérience pastorale. Je vais développer mon propos là aussi en 3 temps. Dans un premier temps, je vous présenterai quelques expériences qui font que peut-être les questions de catégorie populaire ont nourri ma réflexion théologique. Dans un deuxième point, j'esquisserai une analyse des forces et des faiblesses de la présence de l'Église catholique dans ces catégories populaires. C'est vraiment ambitieux, hein, ça sera une esquisse. Et puis, j'essayerai dans un troisième temps de faire quelques ouvertures. Alors, d'abord, l'expérience. Hein. Je suis né dans un sac de patates, parce que je suis né dans une famille agricole, voilà, une famille agricole, et ça compte beaucoup, hein, pour moi, d'une zone de la France déclassée, hein, dans la Meuse. Vous voyez, la Meuse, hein, c'est vraiment, une ancienne zone démocrate chrétienne qui maintenant vote Front National. Hein, un basculement, et tous les garçons et les filles avec lesquels j'étais à l'école primaire et au collège, eh bien, ils étaient tous sur les ronds-points.
Hein, c'est très impressionnant, je veux dire très impressionnant. Je suis né dans un monde agricole, là aussi, qui a subi qui vit cette hantise du déclassement que vous évoquiez. Hein. Et il y a eu aussi une convergence qui n'existait pas précédemment, mais entre les ouvriers et les agriculteurs, ce qui n'était pas le cas avant, hein, parce que les agriculteurs étaient catholiques et les ouvriers étaient marxistes. Et le double affaissement du catholicisme et du marxisme et la crainte du déclassement a fait qu'il y a eu et ça, c'est un mouvement, je ne suis pas, mais extrêmement nouveau, hein, extrêmement nouveau. Avant, mon grand-père ne serait jamais mêlé aux ouvriers, parce que lui était propriétaire. Donc ça m'a beaucoup marqué, je continue à avoir des liens très forts avec ce monde. Je suis prêtre du diocèse d'Évry, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour donner un peu le cadre de mon expérience pastorale. Du diocèse d'Évry, vous savez, le diocèse d'Évry, c'est l'Essonne. Et l'Essonne, j'allais dire, c'est un peu, j'avais mis une caricature des fractures françaises à l'élection présidentielle de 2017. Hein, eh bien, le département était fracturé en 3 parties, et c'était très net géographiquement. Alors évidemment, hein, je simplifie. Le sud, qui était un sud à la fois rural, vous savez, il y a une partie de l'Île-de-France qui est rurale et qui était une zone ex-industrielle, hein, avec une industrie qui s'était affaissée, eh bien, avait voté massivement Marine Le Pen. L'Est populaire, au sens des banlieues, hein, les Tarterets, vous voyez, Évry, toutes ces zones-là, avaient voté massivement Mélenchon. Et le Nord-Ouest mondialisé, hein, j'étais curé de Palaiseau, hein, je m'occupais des étudiants du plateau de Saclay, hein, eh bien, votait massivement Emmanuel Macron. C'était très, très impressionnant. Voilà, alors, alors c'est de l'ordre de l'expérience, mais je suis passé, j'ai été curé d'Étampes et ensuite curé de Palaiseau. C'est 30 km qui séparent ces deux villes, mais j'ai eu l'impression de changer de monde, vraiment. Et c'est l'intérêt, vous le savez bien, mais malgré tout, de la charge pastorale, parce que on va voir un peu les gens, quand même, hein, on va les voir, hein, on va les voir, et donc on a une compréhension qui n'est peut-être pas, mais je pense quand même une compréhension de l'intérieur. Et je suis passé, ce sont 2 réalités sociales qui s'ignorent complètement. Hein. Les habitants de Palaiseau, du plateau Saclay, je mettais, hein, je le dis souvent, me semblaient plus familiers de Londres ou de la Silicon Valley que d'Évry. Ils n'iraient jamais à Évry. Hein. Donc c'est assez quand même, ça avait été très impressionnant pour moi, et j'avais touché du doigt, j'allais dire comme curé, eh bien ces fractures, et ça m'avait un peu fait peur quelque part, en disant comment un tel pays entre guillemets peut tenir. Ça, c'est pour les expériences. Le deuxième point, hein, ce que je vous mettais, c'est donc les éléments de la présence de l'Église. Alors, hein, attention, hein, je ne suis pas... mais dans ces milieux dits populaires, il y a quand même un phénomène assez massif que j'ai vu également. Je dois être... Je parle de moi, c'est pas bien, mais bon... Je dois être un peu un dinosaure, parce que finalement, je suis le représentant de l'ancien monde. Je suis un prêtre issu du monde agricole. Et historiquement, eh bien, il y avait 2 viviers de recrutement de l'encadrement clérical. Il ne faut pas réduire l'Église à son encadrement clérical, mais n'empêche que dans l'Église catholique, eh bien, on a eu un modèle pendant très longtemps d'encadrement sacerdotal. Donc, les prêtres ont eu un rôle important. Hein. Et donc, on avait 2 milieux qui recrutaient des prêtres, le milieu bourgeois et aristocratique, surtout aristocratique, d'ailleurs le milieu bourgeois, mais bon, je les regroupe, hein. Et puis le milieu agricole. Et le milieu agricole, c'est pas qu'il s'est déchristianisé, mais c'est qu'il a disparu démographiquement. Et donc, on a un clergé, me semble-t-il, qui est massivement, pas exclusivement, hein, massivement, plus d'origine bourgeoise et aristocratique. Donc, on n'a plus de clergé populaire. Je caricature, hein. On pourrait toujours trouver... Mais malgré tout, j'ai été longuement enseignant dans divers séminaires, on le voit très nettement. Et là, eh bien, là, c'est une évolution, à mon avis, assez forte, hein, puisque un des viviers historiques du recrutement, à mon avis, c'est tari. En plus, il y a eu un affaissement, je vais voir, il y a des choses qui peuvent émerger, hein, je ne veux pas avoir une vision, ça, mais un affaissement également de la présence religieuse féminine dans les milieux populaires. Vous voyez, à la fois dans les 2 milieux populaires que j'identifie, hein, je ne suis pas sociologue, mais dans le monde rural, les religieuses féminines avaient un rôle très important, et dans les banlieues populaires, eh bien, elles ont de moins en moins, parce qu'elles sont de moins en moins nombreuses, même si dans mon diocèse, on a maintenant des religieuses venues du Sud, mais j'étais curé d'Étampes,
et dans un quartier populaire de la ville d'Étampes, on avait des religieuses, elles allaient absolument partout. Le maire d'Étampes nous disait d'ailleurs qu'il y a un peu de démagogie, mais qu'il ne prenait jamais de décision sur ce quartier populaire sans consulter les sœurs, ce qui était vrai. Hein. Mais vous voyez, donc, à mon avis, là, il y a eu une relative rupture. Le deuxième point, un peu en contrepoint, c'est que, alors là, je me situe dans les banlieues. Vous voyez, je zappe toujours en permanence de la banlieue au milieu rural de ces deux catégories populaires. Dans les banlieues, eh bien, contrairement à nous, catholiques, les protestants de la mouvance évangélique, de la mouvance néo-pentecôtiste, recrutent, eux, dans des milieux populaires. Hein, et ils font le job, et ils sont présents. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement lié à ça. Hein. Il y a des prêtres d'origine bourgeoise et aristocratique qui sont d'excellents missionnaires. Mais malgré tout, quand c'est à ce point massif, hein, et il me semble que c'est aussi une des raisons du dynamisme du protestantisme, pas des églises historiques qui sont un peu en déconfiture, mais du protestantisme néo-pentecôtiste, hein, me semble-t-il. Une des difficultés également chez nous, hein, c'est que nous n'avons pas réussi, ou très peu réussi, à recruter dans les familles catholiques nombreuses issues de l'immigration ou des dom-toms, hein, le monde afro-antillais globalement. Hein, et d'ailleurs précédemment le monde portugais, où il y a eu beaucoup de communautés portugaises importantes. Hein, dans un diocèse, dans mon diocèse, il y a des paroisses qui sont maintenant massivement d'origine portugaise. On n'a jamais réussi à recruter, donc réussi. Hein, vous voyez, je parle pas théologiquement, là, je parle sur le plan sociologiquement, alors que je ne suis pas sociologue. Le troisième point, c'est que, eh bien, en banlieue, hein, et là je me situe en banlieue, hein, eh bien, on a malgré tout des communautés populaires et une église fortement, des communautés populaires fortement vivantes. On est ici à Paris, hein, je parle du peuple alors que j'habite maintenant rue du Bac, hein, vous voyez, hein, donc ça va. Hein, mais malgré tout, c'est vrai, ça change un tout petit peu, mais que l'image qu'on a du catholicisme, l'image un peu, la caricature qu'on en a, est d'un catholicisme de Paris-Ouest ou de Versailles ou des Hauts-de-Seine, etc. Mais il y a un autre catholicisme, hein, le catholicisme d'Évry, le catholicisme de Créteil, le catholicisme et avec un grand dynamisme. Notamment, mais un catholicisme qui est redynamisé par l'immigration, fortement. Quand j'étais curé d'Étampes, à la chapelle du quartier populaire de Guinette, on avait compté un jour, on avait 47 nationalités. 47 nationalités. Alors, il me semble que dans ce catholicisme, il y a un lieu de vitalité forte qui n'est pas exclusivement populaire, mais qui est vraiment enraciné dans ces milieux, et notamment les milieux de l'immigration, c'est le catéchuménat, j'y reviendrai. Le catéchuménat, et pas simplement dans les banlieues. L'archevêque de Paris me disait, on ne le dit pas trop, alors je ne sais pas ici, mais qu'il y avait 15% des catéchumènes de Paris qui étaient d'origine musulmane, par exemple. Donc le catéchuménat est un facteur de renouvellement, à mon avis, de notre catholicisme populaire. Et on commence à avoir dans les séminaires des candidats au sacerdoce qui viennent à travers le catéchuménat et non pas simplement de familles catholiques. Donc là, il y a un renouveau potentiel. Quant à l'autre, je caricature, hein, vous voyez, puis je suis pas. Quant à l'autre composante que j'évoque du peuple, alors celui de mes origines rurales, de cette France entre guillemets périphérique, je connais pas très bien les subtilités des débats entre historiens, etc. Alors, je suis assez surpris de voir, hein, là aussi c'est plutôt de l'intuition que de l'analyse, mais qu'elle a un sentiment évidemment de déclassement. Elle a le sentiment actuellement que l'Église l'a désertée, l'a laissé tomber. Hein. Et il me semble également, alors on voit très bien hein, dans ces zones, l'Église le déserte parce qu'il y a aussi un affaissement social, un affaissement humain, un affaissement économique, etc. Mais il y a pu, et ça va rejoindre ce que je vais évoquer sur la piété populaire, y avoir dans le catholicisme post-conciliaire officiel, entre guillemets, une sorte de condescendance pour un catholicisme patriotique
patrimonial, hein, pour un attachement au catholicisme qui serait plutôt, j'utilise pas le mot, donc si je l'utilise, identitaire, parce qu'il est chargé politiquement, hein, mais ce catholicisme patrimonial, la Croix avait fait un long article à partir des enquêtes de Yann Raison du Closiou, où on voyait que quand même que parmi les 60% des Français qui se déclaraient catholiques, alors il n'y en a pas beaucoup qui sont pratiquants, mais il y avait deux grosses parties. Il y avait ce catholicisme plutôt identitaire et patrimonial, et puis le catholicisme des valeurs. Et ces deux grandes catégories du catholicisme qui forment les gros bataillons, même si on ne les voit pas forcément à la messe, hein, eh bien c'est vrai que notre pastoral habituel a de la condescendance. Hein, peut avoir un peu de condescendance. Et à mon avis, c'est aussi une des raisons qui crée une rupture et ce sentiment de délaissement, d'abandon dans ces zones périphériques. Ça mériterait d'être affiné et ça pourra faire l'objet d'un échange. Alors, peut-être non pas les facteurs de renouveau ou les ouvertures, c'est ma troisième partie hein, que je voudrais évoquer. Il me semble que, en particulier dans ces milieux populaires, mais pas uniquement, hein, l'émergence du catéchuménat, alors là c'est le pasteur qui parle, est quelque chose d'absolument décisif pour l'avenir du catholicisme. Alors c'est un peu ronflant de dire ça, mais en pastoral pour l'avenir du catholicisme dans ces milieux populaires. Je suis toujours très surpris. Le catéchuménat, donc l'arrivée de chrétiens de baptisés qui ne sont pas d'origine chrétienne, hein, eh bien renouvelle profondément nos représentations. Vous parliez des représentations, parce que la plupart de ces nouveaux chrétiens ne sont pas beaucoup moins marqués par les représentations politiques, culturelles, etc., liées à la place de l'Église dans la société française. Nos débats internes, etc., les intéressent beaucoup moins. Et donc, il y a un facteur de renouvellement. Et puis, alors, très concrètement, alors là, pour le coup, hein, c'est que dans les groupes de catéchuménat, alors, ce qui est très impressionnant, c'est que vous avez et je ne suis pas angélique en disant ça, mais une cohabitation harmonieuse de personnes de milieux, de classes sociales très différents, de milieux très populaires. Quand j'étais à Palaiseau, eh bien, j'avais une polytechnicienne avec des africaines, femmes de ménage, qui étaient dans le groupe du catéchuménat, et c'est un des rares lieux où vraiment, hein, je n'idéalise pas, hein, j'espère, mais parce qu'il est au-delà de leurs conditions de vie, etc., et des niveaux culturels, hein, mais ce qui les réunit, la quête de Dieu, est vraiment ce qui relie, comme vous diriez, est plus importante. Et donc, à mon avis, il y a un enjeu très très important, et là, comme pasteur, je pense que dans nos communautés, la pastorale du catéchuménat est quelque chose de stratégique. Le deuxième point que je voudrais évoquer, hein, eh bien, et puis ce sera le dernier d'ailleurs, parce que le deuxième point, c'est les questions que vous évoquiez au départ au sujet de la piété populaire. D'ailleurs, le mot, hein, la piété populaire. Vous savez pas que le pape actuel, le pape François, c'est peut-être son origine latino-américaine, a fortement modifié dans son enseignement le rapport, à revaloriser la compréhension, le rapport que nous avions avec toutes ces manifestations d'un catholicisme populaire, de pèlerinage, de fêtes, de culte des reliques, etc. Et au nom même d'un catholicisme qui serait, selon lui, eh bien, alors je ne suis pas un spécialiste, mais qui serait, il le théorise théologiquement, mais l'incarnation de l'âme du peuple, quelque part. Hein. Et il le théorise dans Evangelii Gaudium, hein, où il dit, hein, j'ai quelques citations, hein, celui qui aime le saint peuple, alors c'est du François, hein, celui qui aime le saint peuple fidèle de Dieu ne peut pas regarder ses actions, c'est-à-dire la piété populaire, comme simplement une recherche naturelle de la divinité. Ce sont les manifestations d'une vie théologale animée par l'action de l'Esprit Saint qui a été répandue dans nos cœurs. Et en plus, il dit après que cette piété populaire est largement missionnaire. Alors, le liturgiste que je suis, hein, vous allez dire, le liturgiste que je suis constate, eh bien, presque un retournement dans le rapport entre la liturgie et la piété populaire, entre l'enseignement des papes précédents et celui de François. Précédemment,
dans le mouvement liturgique et à Vatican II, la piété populaire était tolérée comme une espèce de concession au peuple, mais finalement, elle était une propédeutique à quelque chose qui était plus sérieux, c'était la liturgie. Et actuellement, dans l'enseignement du pape François, je ne veux pas dire qu'il y a un retournement, mais au nom même de cette prise en compte théologale et spirituelle au sens de l'esprit, du pneuma, eh bien, alors, qu'est-ce que c'est chez lui, hein, ça doit venir de ses origines latino-américaines, mais de l'âme du peuple, quelque part, qui s'exprimerait dans ses formes religieuses. Et il me semble qu'il y a quand même quelque chose, alors je dis ça de très juste, on a pu avoir une condescendance vis-à-vis ces formes de religiosité. Dans le diocèse qui est le mien, le diocèse d'Évry, qui était très marqué par un catholicisme d'action catholique, un catholicisme de gauche, hein, voilà, il y en a encore, hein, il y en a plus beaucoup, mais ça existe encore un peu. Eh bien, évidemment, toutes ces formes de dévotion populaire étaient relativement mal vues, hein. Et on a vécu une conversion sous l'impulsion de notre ancien évêque, le père Dubost, justement par la prise en compte de ces milieux afro-antillais qui arrivaient. Et une conversion qui fait que, eh bien, et ça c'est assez beau, et qui aboutit, qui a quand même abouti à une certaine revitalisation, c'est-à-dire que ces formes de piété populaire ne sont plus considérées comme des formes dégradées ou etc., mais peuvent être des lieux authentiques de manifestation d'une vie chrétienne et d'une vie théologale. Et je pense que là, il y a peut-être, c'est partiel, hein, il y a peut-être une voie intéressante et il y a peut-être voilà, un retournement, oui, une conversion à faire. Voilà, tout ça est partiel, hein, tout ça est partiel, mais malgré tout, hein, le rapport, l'Église demeure présente hein, dans les catégories populaires, mais malgré tout, il y a eu quand même comment dire, un risque d'abandon. Je termine vraiment sur ce plan-là. Quand j'étais curé d'Étampes, on n'avait pas de catholicisme bourgeois et aristocratique parce que c'était une ville populaire. On avait perdu les Blancs. Et heureusement qu'on avait des Africains et des Antillais, si j'ose dire. Et là, quand même, là pour le coup, il y a quand même un relatif divorce entre, qu'on ne voit pas à Paris ou à Versailles, évidemment, hein, mais entre l'Église et le peuple, à part le peuple issu des migrations. Hein. Et ça, c'est quand même, à mon avis, assez important, même si, hein, et je terminerai vraiment, même si nos églises étaient peut-être dans une ville fracturée comme la ville d'Étampes, un des rares lieux, ce qui n'était pas l'école, hein, parce que la bourgeoisie mettait ses enfants à l'école catholique, hein, et les catholiques noirs allaient à l'école publique, hein, mais même si les églises étaient, notre église est probablement un des seuls lieux où pouvaient réellement vivre ensemble des gens de catégorie bourgeoise et des gens de catégorie populaire. Probablement. Tout ça est un peu incoatif. Hein. Merci mon père.